Excusez-moi pour ce petit retard de séance, mais bon, 7 minutes, ce n'est pas très important. Simplement le temps de vérifier la vidéo avec mes services juridiques et le règlement intérieur. Et en effet, M. Bernon, vous avez le droit de filmer, mais je trouve un peu regrettable à partir du moment où on a aussi des vidéos du Conseil on se retrouve dans un double captage, puisqu'on est assez ouvert pour être et transparent pour ces conseils-là. Mais bon, ça c'est votre affaire, et en tout cas, bien désagréable de travailler dans ces conditions-là. Simplement, ce que je voulais dire en introduction. Donc, non, si, j'ai ouvert la séance, merci, et le public n'a pas de droit à la parole. Voilà. Donc, la fiche de présence a dû circuler? Ou circule, Corinne? Merci. Il manque quelques-uns, donc on va la faire circuler. Je vais donc donner les procurations. Nous avons un imprévu de M. Pignet au travail, donc il donne procuration à Ghislaine Guy. Ensuite, Virginie Artero à Zulika Lamalan. Procuration de M. Julien Bonino à Christian Brondelin. Procuration de Roxane Tibadi à Nadine Pourcin. Procuration de Stéphanie Coleno à Morissette Agier. Procuration de Johan Ramero à Bruno Laquet. Procuration de Paula Edenwein à Dimitri Faro. Et procuration de Armel Andréis à Victor Ravaza. Voilà. Donc, nous vérifions le quorum est atteint. Et donc, bien entendu, la séance est ouverte. Nous avons 15 rapports et Morissette Agier veut bien être la secrétaire de ce conseil, et je remercie les techniciens qui sont là et donc qui prennent aussi, bien entendu, toutes les notes pour ce conseil. Donc en introduction, et pendant que tout le monde est très attentif, je voulais tout d'abord, avant de commencer le vote du procès-verbal et la suite de nos rapports, présenter à tout le monde en fait tous les points de sécurité active que nous avons préparés afin d'aborder l'été en toute sécurité. Pourquoi? Parce que c'est le dernier conseil de l'année, on va dire, scolaire, et le dernier conseil avant l'été, et aborder cela avec vous pour d'abord, en tant qu'élu, en avoir la connaissance et être aussi rassuré, même si le risque zéro n'existe pas. En tout cas, cette anticipation est nécessaire et la commune l'a préparée de longue date. Pourquoi particulièrement aussi pour cet été? Parce que nous avons un contexte particulier, climatologique, puisque dès le mois de juin, nous avons mesuré l'enjeu du changement, des problèmes de température et le problème de l'enjeu de l'eau et du risque incendie. Concernant l'enjeu de l'eau, nous avons eu plusieurs réunions, et notamment le SMAVD a préparé une réunion de crise dès le 9 juin et la préfecture s'est mise aussi en cellule de crise le 17 juin. Pourquoi? Pour mettre autour de la table tous les partenaires, puisque nous savons à ce jour que le barrage de Serponçon est 9 mètres en dessous du niveau habituel. Or, il est prévu pour 5 mètres. Et donc, nous avons en effet, cet été particulièrement, un problème de l'eau d'un point de vue touristique. Il y a donc des enjeux qui ont été mis en place, un problème pour les agriculteurs et un problème pour les usagers, puisque de toute façon, le cycle de l'eau, c'est une boucle, et il l'alimente aussi au niveau de la nappe. Alors, il faut savoir que le barrage de Serponçon
alimente en eau plus de 3 millions d'habitants et que depuis sa création, c'est vraiment la première sécheresse de ce type. Et face à des phénomènes extrêmes, un problème de diminution d'eau et d'enneigement insuffisant, la crise a été prise de manière collective et solidaire et pour une concertation nécessaire, puisque pour l'eau agricole, c'est 200 millions de mètres cubes d'eau. Mais je laisserai Sylvain Castagnier, qui suit ce dossier vraiment avec attention, nous en parler lorsqu'il abordera le rapport sur une borne. Ce sera l'occasion, peut-être Sylvain, de nous dire un petit peu plus toutes les réunions et ce qui s'est prévu avec le comité d'arrosage et les réunions SICAS et le contact que tu as avec M. Philippe Ginoux, qui est l'élu à la CED. Donc, quand on a abordé cela, on a aussi abordé au niveau de la canicule, puisque, vous le savez, on est donc avec un arrêté de sécheresse. Et depuis dimanche jusqu'à demain, on a mis en place le plan canicule. Ce plan canicule qui est prévu par le CCAS. Et je tiens à remercier là mes élus au CCAS, que ce soit Zulika Lamalan ou Virginie Artero, et aux seniors avec Emmanuel Hazard, d'avoir préparé ce plan canicule, d'avoir appelé en amont toutes les personnes qui devaient s'y inscrire, d'avoir appelé les bénévoles. Il faut savoir qu'on a des bénévoles du CCAS et des citoyens qui se sont engagés pour accompagner si le plan canicule devait être ouvert en week-end. Et je tiens là à les remercier puisque toute l'information s'est engagée là-dessus. Je parlerai aussi du risque feu, même si sur notre commune, heureusement, nous ne sommes pas comme certains en plein forêt, nous sommes quand même moins impactés, mais pour autant, nous avons au département fait un hommage à tous les pompiers et sapeurs-pompiers et bénévoles en forêt par rapport à aussi tous ce risque et le fait qu'ils sont déjà sollicités depuis le mois de juin là-dessus. Nous avons du coup eu un conseil au niveau du préfet par rapport à tout ce qui était feu. Et là, je tiens aussi à dire que nous prenons nos responsabilités en ne tirant pas de feu d'artifice pour le 14 juillet par rapport à ce risque sécheresse et puis l'intensité du travail des pompiers dans cette période-là. Nous avons cependant sur la commune eu quelques départs de feu, en effet, mais plutôt de type criminel. Et on sait qu'il y a beaucoup de départs de feu qui sont ainsi, et solliciter aussi les pompiers, puisque nous sommes sur la Roque Sénas. Je dirais que nous avons aussi prévu et réalisé une réunion sécurité pour le domaine de Pont-Royal. Pourquoi ? Parce que nous savons déjà que les réservations sont complètes et que c'est donc plus de 5000 personnes l'été qui grossissent mal morts. Et donc autour de la table, il y avait la gendarmerie, la police municipale, les pompiers, la sécurité de la FUL, les responsables à FUL, les responsables du domaine de Pont-Royal et bien entendu les adjoints qui s'occupent plus particulièrement du domaine de Pont-Royal à la personne de Vincent Daval pour une coordination par rapport au risque feu, au risque des incivilités et des différents problèmes qui peuvent arriver sur le domaine et qui sollicitent nos forces de sécurité. Je dirais que dans la coordination avec la gendarmerie, nous avons une inquiétude, et ce n'est pas la peine de le cacher, sur les effectifs de gendarmerie. Chaque année, nous avions 6 à 7 réservistes qui venaient en renfort de la gendarmerie de Malemort. Et à cette réunion sécurité avec le domaine de Pont-Royal,
nous avons appris qu'il n'y avait pas de réservistes pour l'année. Il y avait juste une base sur Égalière, qui est beaucoup trop loin par rapport à ce déplacement des réservistes lorsqu'on en a besoin. Et du coup, nous avons fait un courrier commun avec les 4 maires qui dépendent de la gendarmerie de Malemort, donc Alins, Vernègue, Sénas et Malemort, au colonel et au préfet, pour dire que notre inquiétude sur cette absence de réservistes sur place, puisque nous pouvions les loger à Sénas comme chaque année. Donc c'est vrai que c'est la première année que c'est ainsi, et je ne cache pas mon inquiétude. Nous avons aussi fait du coup un point avec la sécurité au niveau de la police municipale. Sachez qu'ils sont passés en heure d'été. Donc nous avons 2 équipes, une du matin, une d'après-midi, ce qui permet d'augmenter l'amplitude, puisque le soir ils sont là jusqu'à 19h, et d'augmenter aussi le samedi après-midi. Ils ont de plus une astreinte permanente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour compléter avec la gendarmerie si besoin en cas de problématique sur la commune. Et je tiens à les remercier parce qu'ils participent aussi, bien entendu, aux festivités, puisqu'ils sont présents pour les marchés nocturnes ou les différentes festivités. Avec les barrières que nous avons installées, c'est vrai que ça simplifie un petit peu la sécurité sur le village, et c'était une très bonne idée. Là, nous avons du coup Bruno Laquet, qui est l'adjoint à la sécurité, qui est en relation en permanence avec lui. Nous avons ouvert la piscine samedi, donc là aussi, un risque d'inquiétude pour l'été, et du coup, une réunion préparatoire d'anticipation sur la sécurité active là-dessus. Nous l'avons faite samedi matin pour pointer et faire les simulations de sauvetage pour préparer au mieux l'ouverture de cette piscine et responsabiliser les maîtres nageurs et BNSSA qui sont, eux, à ce niveau de responsabilité et de sécurité. Je tiens à remercier aussi tous mes adjoints, puisqu'ils sont une semaine sur 7, puisqu'ils sont 7, de sécurité, et particulièrement sensibilisés pour l'été à tous ces risques, et le risque piscine aussi, puisque c'est eux aussi qui, pendant les week-ends, ou entre midi et 2, prennent le relais s'il faut fermer la piscine en cas d'orage ou de risque foudre ou pour tout problème qui pourrait arriver. Et donc, ils étaient présents à cette réunion de sécurité. Pour compléter cela, nous avons du personnel, bien entendu, tout l'été, et ce personnel qui prend les congés a pour contrainte d'être 50% de personnel présent sur la commune dans l'organisation des congés, et cela se fait très bien entre tous les cadres et la directrice générale des services qui est vigilante à ça. Voilà, je ne veux pas faire plus long, mais je pensais que c'était important en ce début d'été de vous dire que sur la commune, tout est prévu et que vous, en tant que conseiller ou adjoint élu, d'avoir aussi cette conscience et responsabilité vis-à-vis des citoyens qui pourraient vous poser des questions et avoir certaines inquiétudes. Voilà, c'est important de le dire. Voilà. Donc, concernant le procès-verbal du 24 mai 2022, est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? Alors, M. Faraud, M. Sambert. Oui, donc à la page 13, je vois que vous avez fait mention de la question écrite que je vous avais faite.
et qu'il y aurait une réponse ultérieure. Alors vu que je n'ai toujours pas eu de réponse, je voulais savoir quand est-ce que j'aurai une réponse à cette question, parce que ça fait un peu loin maintenant. Alors, ça se passe en conseil, donc je n'avais pas eu votre réponse écrite lors du dernier conseil. Depuis, je l'ai bien entendu travaillé. Par contre, c'est toujours compliqué de M. Faraud de vous faire des réponses écrites, parce que souvent, ce qu'on vous écrit apparaît sur Facebook ou est diffusé à tout le monde. Donc ça, c'est un peu dérangeant de mon point de vue de justement l'éthique. Et donc, je vous demanderai de ne pas publier des réponses que je peux vous faire sur certains éléments, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fréquent ce qu'on peut vous faire. Voilà. Je ne peux pas m'engager à ceci parce que ce n'est absolument pas légal. J'ai tout à fait le droit de diffuser des informations qui, sinon, seraient elles-mêmes diffusables via la CADA. Et je ne vois pas ce qu'il y a à cacher. Il y a quelque chose à cacher dans les réponses? Je ne comprends pas. Il n'y a rien à cacher, mais je veux simplement vous le dire, parce que dernièrement, vous en aviez aussi posé par rapport à la SEM, alors qu'on avait abordé tout cela dans le CA de la SEM. D'ailleurs, vous n'avez pas honoré le rendez-vous qui vous avait été donné, justement par rapport à ça, puisque la directrice de la SEM pouvait bien vous faire des réponses, mais aussi pas écrites, mais plutôt orales par rapport à ça. Voilà. Donc, ce sont simplement une question aussi de confiance établie lorsque on a ces réponses à faire, parce que la place publique Facebook n'est pas justement un média qui permet cette sérénité ensuite dans les réponses aux questions que vous posez. Encore une fois, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la logique. Vous ne répondez pas à ma question, vous appuyez sur Facebook. Ce que je publie, si vous estimez que c'est diffamatoire, vous pouvez m'attaquer, il n'y a pas de souci. Je retirerai si on m'accule à ça, mais je ne pense pas avoir ni diffamé, ni propagé de fausses informations. Donc je ne comprends pas vraiment votre réponse. La diffamation n'est pas bien loin, et j'y réfléchis parfois, notamment sur un site particulier. Hein, soyons fiers d'être malmortés. Mais voilà, je me prends le temps de l'analyse là-dessus. Alors, la question par mail de M. Faraud, elle concernait la ZAC du Moulin de Vernègue. Donc, bien entendu, je l'ai posée à mes services urbanisme qui ont pris le temps d'y travailler. Et il y a bien entendu la réponse à votre question sans aucun problème. Donc, la commune a concédé la réalisation de la ZAC par délibération le 20 juillet 89 à plusieurs aménageurs successifs. Cela signifie que la commune n'a pas souhaité aménager elle-même la zone, mais elle l'a confiée à l'aménagement du domaine à des sociétés privées. Par délibération du 20 juillet 89, la commune de Malemort a décidé que la ZAC, y compris les équipements publics, serait réalisée par un aménageur privé, Ressort Groupe SA. Cela a donné lieu à la signature de la première convention de réalisation le 12 septembre 89. Par la suite, et par délibération du 7 avril 98, la commune de Malemort a décidé qu'un second aménageur pourrait intervenir sur le domaine afin de terminer l'aménagement de la ZAC, Société Pont-Royal Golf. Cela a donné lieu à la signature d'une deuxième convention de réalisation en 1998 avec ce second aménageur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ces deux conventions de réalisation qui ont précisément déterminé
les liens contractuels avec la commune. C'est donc au terme de ces contrats que les aménageurs ont pu, à juste titre, réaliser les travaux, et notamment les équipements dits publics et en devenir propriétaires. Par la suite, les aménageurs devaient restituer les équipements dits publics, mais sans contrainte ni date d'échéance à la collectivité compétente. C'est donc ce travail de remise des équipements publics aux collectivités que nous avons entamé. D'abord avec la métropole pour l'eau et l'assainissement, et maintenant nous traitons la question de l'eau brute. En conséquence de quoi la commune n'a jamais voulu vendre ou déléguer l'assainissement. C'est l'aménageur et ensuite l'AFUL qui, à ce titre de la convention de réalisation, ont conclu un contrat de gestion avec la Société des eaux de Marseille. Ce contrat avec la SEM, qui a pris fin au 31/12/2021, c'est très récent, car au 1er janvier 2022, le réseau d'eau et d'assainissement a basculé métropolitain. Voilà, vous savez tout, Monsieur Faraud, sur ce qui nous liait à l'eau et l'assainissement avec les aménageurs. Prenons le compte-rendu du PV. Oui. Moi, je voulais revenir sur les délibérations du précédent conseil municipal et je ne suis pas certain finalement que l'élection du remplacement des adjoints au maire soit faite dans toute la légalité. J'ai fait des recherches et je vais vous lire et je vais faire référence aux articles en question que j'ai lus. En plus de lire l'avis du juriste, j'ai lu les articles. Remplacement d'un adjoint démissionnaire. En cas de démission d'un adjoint, de quelle manière s'effectue son remplacement? Lorsqu'un adjoint démissionne, le conseil municipal doit le remplacer dans un délai de 15 jours, article L 2122-14 du CGCT. Alors le CGCT, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Code général des collectivités territoriales. Si le conseil municipal se trouve incomplet, cette nouvelle élection devra être précédée d'élections complémentaires. Dès lors, le préfet convoquera les électeurs afin qu'ils puissent compléter le conseil. Ensuite, le conseil pourra réélire cet adjoint dans les 15 jours. Toutefois, et on est bien dans ce toutefois, cette procédure peut être allégée, permettant d'éviter les élections complémentaires. En effet, si le maire en fait la proposition, ce qu'on n'a pas eu, le conseil municipal peut décider qu'il pourra procéder à l'élection d'un seul adjoint sans élection complémentaire préalable, sauf perte du tiers de l'effectif légal du conseil municipal. Et là, c'est l'article L 2122-8 du CGCT. Donc, on n'a pas préalablement à l'élection validé le fait, et je finis après, on n'a pas validé le fait qu'il n'y avait pas besoin d'élection complémentaire. Et ça, c'était préalable à l'élection de l'adjoint. Cet adjoint nouvellement élu prendra place au dernier rang dans l'ordre des adjoints et chacun des autres adjoints remontera d'un rang. Cependant, le conseil municipal peut déroger à ce principe et décider que ce nouvel adjoint occupera le même rang dans l'ordre du tableau que son prédécesseur. Cette décision nécessitera un vote préalable à l'élection du nouvel adjoint. Cette décision, on ne l'a pas votée non plus, de ne pas faire monter les gens dans le tableau. Bon, après, je lis la conclusion. En outre, le conseil municipal ne peut pas procéder au remplacement de l'adjoint démissionnaire à condition de délibérer pour supprimer ce poste d'adjoint. Cependant, cette suppression ne peut se faire que s'il reste au moins un adjoint en poste dans la commune. On aurait pu aussi décider de supprimer un poste d'adjoint, faire les économies d'indemnité d'adjoint et attribuer l'économie à l'édification des trucs. Alors, moi, je me suis posé la question, j'avais envie de conclure avec la citation d'André Léniel, vous savez, celle qu'il a citée le 13 octobre 1981. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et pas toujours.
Voilà, la conclusion, c'est pas toujours. Et pour autant, je me suis dit, fais pas la leçon, prends une leçon toi aussi. Et du coup, j'ai lu Sophocle. Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter. Et en réalité, j'ai essayé de parler. Je me suis même levé, je me suis fait rabrouer. Parce qu'on pouvait régler tout ça. Il suffisait de dire, on n'a pas nécessité de procéder à une élection complémentaire. 2, et ça je ne le savais pas au moment où je me suis levé, on n'a pas nécessité de faire monter les gens dans le tableau. Pour autant, on a fait tout ça sans l'avoir fait. Et ça me gêne. Du coup, je me pose la question de la légalité de l'élection des nouveaux adjoints. Je me pose la question de la nécessité de provoquer un vote complémentaire pour remplacer le 29e élu manquant. Et du coup, je fais confiance au service juridique pour me dire ce qu'il faut faire. C'est exactement ce que j'allais vous dire, M. Samba. Mais je pourrais vous poser la première question. Pourquoi est-ce que vous nous posez tous ces éléments-là? Dans quel but? À part exprimer qu'en effet, vous avez fait une analyse d'un texte, mais sachez que nous, avant de faire cette élection, nous avons aussi fait l'analyse du texte et nous avons contacté la sous-préfecture pour savoir comment procéder. Et je peux vous dire que nous avons là des techniciens derrière moi, que ce soit Nechma ou Corinne, qui ont passé du temps et des allers-retours avec la préfecture pour reposer comment on allait organiser cette élection. Et lorsque nous avons décidé de la faire en conseil municipal de cette façon, c'est que nous avions, de la part de la préfecture, une validation de notre procédure. Et c'est pour ça que lorsque vous avez parlé, ce n'est pas pour vous vexer, ce n'est pas pour que vous considérez comme minoritaire, c'est simplement parce que nous avions travaillé en amont et que nous savions que cette élection, dans cet ordre-là, elle était tout à fait légale. La preuve, c'est que tout est parti à la légalité, tout est revenu et qu'on ne se pose pas la question de l'élection du premier adjoint, l'élection de Vincent Daval comme troisième adjoint et qu'on n'ait pas fait le choix de tout monter parce que nous aurions été à chaque fois à une élection avec peut-être une complexité dans ce conseil qui aurait duré des heures et des heures. Donc on peut se poser la question à un moment donné, pourquoi est-ce que vous nous ramenez à cela tout en ayant votre propre analyse? Mais nous avions une analyse, et une analyse qui, pour le rapport 13 et le compte-rendu de l'élection du premier adjoint et de la vacance du poste pour le 14, est tout à fait légale. Voilà. Ça veut dire que le remplacement du 29e élu manquant, sans délibération de dire qu'il n'y avait pas nécessité de procéder à une élection complémentaire parce qu'il ne manquait pas un tiers du conseil, donc il n'y avait pas de nécessité. La nécessité de remplacer cet élu a été validée par le préfet. Tout à fait, puisque nous avions les deux, et je vous l'ai dit lors du dernier conseil, nous avions les deux courriers des suivants de la liste qui ne souhaitaient pas rentrer dans le conseil. Et donc, on peut tout à fait fonctionner avec un conseil avec moins de membres. Et il n'y a aucun problème là-dessus. On a envoyé en préfecture les courriers de Madame le Maître et de Monsieur Moto. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas nécessité de le faire, mais il y avait nécessité de délibérer qu'il n'y avait pas à le faire. Et ça, on ne l'a pas fait. Voilà. C'est une question de forme. C'est une question de forme, parce qu'il fallait délibérer pour dire qu'il n'y avait pas d'élection complémentaire à faire. Et ça, on ne l'a pas fait. Donc, je me pose la question maintenant, est-ce que, puisqu'on a passé les 15 jours, qu'on a remplacé est-ce que tout ça est bien légal? Voilà, on peut interroger les juristes, on peut interroger le préfet, on peut interroger... Je vous confirme que tout ça est légal et que nous sommes là dans ce conseil-là pour ce conseil municipal.
tout en fait en bonne forme. Mais moi, je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous vous attachez autant à la forme? Voilà. Hein, puisque de toute façon, il faut aussi avancer. Hein, et lorsque vous parlez d'enlever un adjoint, je pense que tous les adjoints qui sont ici, hein, qui ont leur semaine d'astreinte toutes les 7 semaines et qui sont au boulot vraiment intense dans leur délégation, n'apprécient pas trop votre remarque sur un adjoint de moins. Voilà. Oui, alors je rappelle que c'est moi qui ai évoqué ce sujet lors du précédent conseil. Et d'ailleurs, dans le procès verbal, je propose une modification de la rédaction. Il est inscrit Thierry Platon interprète l'article L 2122-8, page 12, en haut, en bleu. Il est écrit Thierry Platon interprète l'article L 2122-8. En fait, je n'ai pas interprété, j'ai juste... Et je propose la rédaction suivante. Thierry Platon fait lecture de l'article L 2122-8. Il fait remarquer qu'avec 28 conseillers, le Conseil n'est pas complet et que des élections complémentaires ou une délibération du Conseil sont nécessaires avant d'élire un nouvel adjoint. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit et c'est ce que Emmanuel Sambin vient de rappeler. Voilà, donc je propose cette rédaction. Je propose cette rédaction qui est l'exacte traduction de ce qui a été dit pendant le Conseil. De toute façon, il y a la vidéo, donc nous vérifierons, M. Platon, il n'y a pas de souci, la proposition que vous faites. Et je propose, après vérification de la vidéo, à mon conseil municipal d'accepter la proposition de M. Platon, si tels sont les dires de la vidéo. Est-ce que l'Assemblée est contre? Je n'ai pas interprété en tout cas. D'accord. Non, mais voilà. Très bien. Donc, ça me fait rebondir sur justement, puisque ce conseil-là va correspondre en fait, puisque les dispositions de 2 textes entrent en vigueur au 1er juillet 2022. Donc, on est bien le 6 juillet. Donc, nous serons dans ce cas-là. L'ordonnance du 7 octobre 2021 apporte d'importantes modifications aux règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes par les collectivités. À partir du 1er juillet 2022, il modernise, simplifie, clarifie et harmonise les règles et les formalités de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes locaux. Les actes concernés sont le procès verbal, les délibérations, les actes de l'exécutif, donc les décisions du maire, et les actes réglementaires. Donc, nous avons donc la dématérialisation, ça tout le monde est déjà au courant. Donc, suppression du compte-rendu des séances et création d'une liste des délibérations du conseil municipal. Ça veut dire que la liste des délibérations est juste la liste examinée par le conseil municipal, doit être affichée à la mairie et publiée sur le site internet dans le délai d'1 semaine. Donc c'est à présent, c'est ce que nous ferons. Il n'y aura plus de compte rendu affiché, il y aura la liste des délibérations. Ensuite, ça doit comporter à minima la date de la séance, mention de l'objet et approuvé ou refusé par l'organe délibérant. Le procès verbal. Le procès verbal, et là c'est vrai qu'on y passe du temps, mais il sera rédigé par une secrétaire, bien entendu, hein, comme on l'a toujours dit, avec prise en compte éventuelle des remarques des élus présents. Éventuelle. La teneur, alors je fais, il faut le quorum, il faut l'ordre du jour, mais ça on le fait déjà. Hein, les délibérations adoptées, les demandes du scrutin particulier, le résultat des scrutins. La teneur des discussions au cours de la séance, qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour,
La mention de l'ensemble des échanges n'est pas juridiquement imposée. L'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance, et donc la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise. Ce qui veut dire que, voilà, nous avons en effet des procès-verbales justement actuellement très détaillés avec tout le détail. Nous serons, puisque le procès-verbal est publié sous forme électronique et on dispose d'un site internet, ces formalités sont accomplies dans la semaine qui suit la séance, au cours de laquelle le procès-verbal a été arrêté. Donc, ce qui veut dire que, clairement, en effet, nous serons sur les intentions, hein, et vraiment, on essaiera de faire des synthèses les plus précises possibles des opinions proposées, mais en aucun cas vraiment du détail au mot près et dans l'interprétation du mot. Voilà, donc après, dans ce texte, nous avons la suppression des actes administratifs. Hein, à compter du 1er juillet 2022, l'ordonnance supprime et abroge tant d'obligations de tenue que l'obligation de publication des recueils des actes administratifs. Et voilà, enfin, vraiment, merci le service juridique de cette analyse précise des deux textes qui s'appliquent maintenant à partir du 1er juillet et pour ce procès-verbal de cette séance aujourd'hui. Voilà. Oui. À ce sujet, j'ai une deuxième demande de modification, proposition de modification. En page 13, Thierry Platon précise que la loi de simplification demande seulement de mettre en ligne le PV ainsi que la liste des délibérations. Donc ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je propose la rédaction suivante. Thierry Platon précise que la loi de simplification demande de mettre en ligne la liste des délibérations dans la semaine qui suit le Conseil et l'intégralité du PV dans la semaine qui suit son adoption lors du Conseil suivant. Voilà, c'est ce que vous venez d'expliquer et que manifestement n'avait pas été compris lors du Conseil précédent. J'ajoute que cette loi, en ce qui concerne les actes administratifs, ils deviennent applicables, exécutables, désormais à partir du moment où ils sont effectivement publiés sur le site de la commune. Donc ça change, ça peut changer des choses, parce que s'ils ne sont pas publiés, ils restent attaquables ad vitam aeternam tant qu'ils n'ont pas été publiés. Le délai de 2 mois qui court à partir de la publication sur Internet désormais, et donc c'est un point auquel il faut être attentif. Et donc, même proposition, vérification de la vidéo et précision. Est-ce que le conseil municipal est en accord là-dessus? Oui, pas d'opposition. Très bien. Alors, j'espère que prochainement, avec la loi de la simplification, nous passerons un peu moins de temps aux remarques sur le PV, parce qu'on a 15 rapports et il faut qu'on avance. Hein. Allez, c'est bon, on y va. Il n'y a aucune, concernant le contenu du PV, il n'y a aucune évolution. Le PV, il reste conforme à ce qui se faisait avant. C'est juste sa diffusion sur Internet qui est obligatoire. Il n'y a aucune demande de simplifier le PV. Il reste conforme. Je viens de le lire. Il doit être publié dans la semaine qui suit son adoption. Et actuel, il doit être publié la semaine prochaine sur Internet. Ce que le citoyen demande depuis des années à notre commune. Et enfin, ça va être fait avec les décisions du maire. On est tout à fait satisfait. Il a fallu que la loi, alors que c'est déjà pratiqué dans plein de communes, ça va. Il a fallu que la loi pour que ça se fasse à moment. Oui, bon. Hein. Ça se fait déjà en conseil municipal, c'est pas mal au niveau de la transparence. Je reste pas tellement en accord avec vous, parce que
on est quand même sur une simplification, et je viens de le relire. Hein, il y aura quand même une synthèse de l'avis pour le vote derrière. Donc, non, on ne sera pas sur le mot près ou la sémantique des mots. Merci. Bah, c'est ce que vous êtes dit. Je noter, donc il va falloir que je vous demande de m'envoyer un mail pour dire mot pour mot. Je le renvoie. Et oui, moi je ne peux pas tout noter, je ne suis pas secrétaire de base, donc voilà. Donc voilà, c'est sûr, pour nous. Allez, alors c'est particulièrement tatillon là-dessus. On continue. Merci. Voilà, ça ne change pas le fond. On est d'accord là-dessus et on va passer au rapport numéro 1. Merci. Non, il faut d'abord qu'on le vote, pardon. Alors, on fait passer les signatures et on vote le procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité avec les remarques qui ont été portées. Le rapport numéro 1. Donc, ce rapport concerne les commissions municipales, donc la modification de la composition. Donc, il est rappelé que les commissions municipales ont été constituées en date du 17 juin 2020. Suite à la démission de M. Antoine Allegrini de son poste de premier adjoint et de son mandat de conseiller municipal, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales dans lesquelles il siégeait. Donc, je propose de modifier la commission finances avec, en remplacement de M. Allegrini, avec comme nouveau membre Stéphanie Coleno, et aux ressources humaines, en remplacement de M. Allegrini, Françoise Cheroute. Donc, nous avons abordé ça en commission institutionnelle le 21 juin. On rappelle la constitution des commissions finances et des commissions ressources humaines en intégrant Mme Stéphanie Coleno et Françoise Cheroute. Et je rappelle qu'à la première séance de ces commissions, après ce conseil, sera élu en séance le vice-président de ces commissions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense que s'agissant de l'élection d'un membre d'une commission, qui doit normalement se faire à bulletin secret, il faut préciser dans la délibération qu'il est, et de façon unanime, qu'il est décidé de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Il faut que ça soit précisé dans la délibération pour que l'élection soit valable. En tout cas, il faut que ça soit acté. Il faut que ça soit acté dans le PV du Conseil. Monsieur Platon, ça c'est quand on fait des élections. Pour les commissions municipales, nous n'avons pas fait d'élection, nous avons désigné les membres. Et du coup, il n'y a pas de vote sur les commissions municipales. Je vous rappelle, en 2020, nous n'avons pas voté les commissions municipales, nous avons désigné. On a décidé à l'unanimité de les désigner comme ça, à main levée. Oui. C'était précisé dans les... Donc je vais vérifier auprès de mon service juridique derrière moi là-dessus. Si vous avez raison, Monsieur Platon, nous le précisons. Je peux vous citer l'article. C'est l'article L2121-21. Les nominations se font à bulletin secret, toujours du Code général des collectivités territoriales. Mais le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Donc, article 2121-21. Non, parce qu'il faut qu'on commence. Oui, tu as raison.
Bon, le temps de la recherche du travail juridique, on va passer au rapport 2. Si bien entendu, il faut l'inscrire, c'est la même chose. Il faut l'inscrire, eh bien, je demanderai au groupe, au conseil municipal, de ne pas procéder à un vote, et ce qui ne changera rien, hein, et puis on continue. Donc on laisse la 1 et la 2 là-dessus, et on va partir sur la 3, si vous le voulez bien, puis on reviendra. C'est pas gênant, hein. Je vois certains ont des petits sourires, hein, mais en fait, voilà, on est là pour travailler ensemble et faire en sorte que ça soit tout à fait légal. C'est pas bien grave de noter une remarque comme ça sur nos délibérations. Alors, le rapport numéro 3, c'est l'accord cadre à la convention territoriale, la CTG. Dans une démarche de mise en place au niveau national, la CAF... Non, mais j'ai fait volontairement le 1, le 2. On passe au 3. Le temps que les services juridiques travaillent dessus. Du coup, la CAF souhaite généraliser les conventions territoriales globales à l'ensemble des collectivités partenaires, et cette démarche a été initiée le 29 septembre 2021 sur les communes de Mallemort, Allens, Charleval, Eyguières, Lamanon, Vernègue et Sénas. Et nous devons du coup à ce conseil procéder et conclure un accord cadre à la CTG 2022 visant à formaliser cet engagement dans un objectif de maintien et de développement des services aux familles. Donc c'est quelque chose que nous travaillons depuis longtemps avec l'enfance-jeunesse. C'est bien entendu une première étape, puisque là c'est l'accord cadre qui doit être signé. Et ensuite, nous continuons à travailler avec plusieurs réunions CTG intercommunales pour inclure les fiches actions à venir, et un vote qui se passera sûrement en fin d'année pour conclure cette CTG. Ce dernier reprend l'engagement de la commune à déployer un projet territorial de services aux familles, et cette commune est garantie le versement du bonus territoire CTG durant l'année 2022. En fait, pour être clair sur cette délibération, qui est un peu technique, mais c'est vrai qu'en étant à toutes ces réunions, on a un petit peu plus, c'est en fait un objectif de cohérence, de complémentarité en direction des habitants d'un territoire, et c'est mettre les ressources de la CAF, tant financières que d'ingénierie, au service du projet de territoire. Donc en fait, à terme, cette CTG remplacera progressivement les contrats enfance-jeunesse, et ça devient un contrat d'engagement politique entre les collectivités territoriales et tous services confondus. C'est-à-dire qu'on travaille bien sûr sur la petite enfance, sur l'enfance, jeunesse, mais on travaille aussi à la parentalité, on travaille à l'accès aux droits, on travaille à l'animation, on travaille au social, au logement et au handicap. Et petit à petit, tout cela, c'est une approche transversale, va se compléter dans ce CTG, alors que jusque-là, nous étions sur des contrats enfance-jeunesse avec des projets par commune. Alors nous, on était déjà le seul intercommunal, hein, au niveau du CIVU, au niveau des contrats enfance-jeunesse, mais sinon, les autres communes font leurs contrats enfance-jeunesse par commune, et la CAF avait déjà avec nous au niveau du CIVU une certaine originalité, puisqu'on était les 5 communes, et là on l'élargit parce qu'il faut un certain nombre d'habitants pour représenter un territoire, mais pour autant ça n'élargit pas le CIVU pour le moment. On intègre simplement que Eyguières et Sénas ne sont pas intégrés dans le CIVU, hein, elles sont intégrées dans un CTG avec un fonctionnement toujours individuel, même si déjà au niveau Sénas, avec le RAM, ils sont venus vers nous, et qu'ils ont, dans un deuxième temps, mais plus lointain, l'envie aussi de nous rejoindre, mais ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a beaucoup de travail derrière
pour le préparer. Voilà cette délibération numéro 3. Il s'agit d'approuver le principe d'accord cadre de la convention territoriale, de m'autoriser à signer cette convention et effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Alors, je vais voir si on revient au 1 et au 2 ou si on y revient plus tard. Oui. Alors, vous n'avez pas de micro. Mince. Alors, je me fais le relais de mes techniciens derrière qui, entre-temps, sur ce rapport 3, ont recherché les textes. D'accord. Alors, merci, Monsieur Platon, de cette précision. Il faut donc au préalable préciser qu'on ne fait pas de vote à bulletin secret et que le Conseil, à l'unanimité, est en accord pour le remplacement de ce type-là. Donc c'est quelque chose dans les entendus que l'on mettra et je vais soumettre donc au Conseil. Au préalable, est-ce que vous êtes en accord là-dessus, hein, qu'on ne fait pas de vote à bulletin secret? Pour le rapport 1, puis on va recommencer pour le 2. Oui, qui est contre, qui s'abstient. D'accord. Et ensuite, donc on ne va pas... Oui, il faut voter. Et alors, qui est d'accord pour ne pas voter à bulletin secret? Tout le monde. D'accord. Ça va. Du coup, nous désignons Stéphanie Coleno pour la commission finances et Françoise Cherout pour la commission ressources humaines. Et dans les entendus dans la délibération, nous notons cela. Et on vote le rapport numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Et vote à l'unanimité. Et nous avons respecté la forme. Pour le rapport numéro 2, nous allons procéder du coup à la même chose. Au préalable, il est entendu que je demande au Conseil de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui. Et donc, ce rapport, puisqu'on ne l'a pas abordé, c'est concernant le remplacement, toujours dans le même cadre de la démission de M. Antoine Allegrini, du suppléant de la CLET. Donc la CLET, c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées, hein, en métropole. Et le maire, donc, au 7 octobre 2020, par délibération, avait été désigné comme titulaire. M. Allegrini avait été désigné suppléant. Et donc, je propose au conseil municipal que M. Christian Brondolin, premier adjoint au maire, soit le représentant suppléant au niveau de la CLET de la métropole. Et on vote ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? D'accord. Faro et Ravazza. Donc, vote à la majorité. Merci à vous. Donc, on saute M. Faro et M. Ravazza. Donc, je vais laisser la parole pour le rapport numéro 4 à Bruno Laquet, que j'ai désigné par rapport au sport. Adjoint. Alors, l'objet de ce rapport, c'est la signature du contrat de sponsoring avec SAS Pro Sport Events
pour l'organisation de l'Ops Open Provence Golf. Comme c'est la 4e année consécutive que l'Open de Provence, tournoi de l'European Challenge Tour au Golfe de Pont-Royal, se déroule du 29 septembre au 2 octobre 2022. Cet événement recevra plus de 130 golfeurs professionnels qui bénéficient du soutien officiel de la Fédération française de golf. La commune souhaite soutenir cet événement et s'associer à l'ANOA afin d'accroître la visibilité du village de Mallemort via un plan de communication mis en place par l'organisateur. Un tournoi Pro-Am où la commune pourra inscrire une équipe de 3 joueurs ou 22. Alors le tournoi Pro-Am, c'est un tournoi qui associe un professionnel et des amateurs. Le site sera également accessible pendant le tournoi aux scolaires, aux collégiens par demi-journée et aux jeunes reporters du CMJ. À cet effet, une convention retraçant l'ensemble des engagements réciproques tant que l'organisateur que la commune a été rédigée. En contrepartie, la commune s'engage à verser à titre de sponsoring la somme de 20 000 €. Après avis de la commission affaires institutionnelles du 21 juin 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer à la SAS Pro Sport Events la somme de 20 000 € pour l'organisation de la 4e édition de l'Open de Provence, tournoi de l'European Challenge Tour au Golfe de Pont-Royal. De dire que la dépense sera imputée au chapitre 65 du budget de la commune et d'autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante à toute pièce afférente à l'instruction de ce dossier. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport avant de passer au vote? Alors, Monsieur Sambin, puis Monsieur Farot. Vas-y. Mon micro est tout. Okay. Je voulais juste savoir, 3 joueurs malmortés pour 20 000 €, c'est trop cher. C'est trop de dépenses. Même si on a 4 reporters du CMJ, ce dont je doute, qui vont faire 4 photos, 20 000 € dans la situation tendue de la commune. Tant on a parlé de l'eau, on parle aussi de la note d'électricité, on parle du coût de l'énergie. On a dit tout à l'heure qu'il n'y aurait peut-être pas, il y aura pas le feu d'artifice. Là, je dis 20 000 €. On peut aussi faire l'impasse sur le sponsoring du golf, parce que les gens, après je vais pas faire un jugement de classe, hein, mais les gens qui jouent au golf ont les moyens de se passer de nos 20 000 €, mais la commune n'a pas forcément les moyens de se passer des 20 000 € pour développer les économies d'énergie. Donc moi, je vous le dis, par principe et par philosophie, je voterai contre. Et j'irai dans le même sens. Merci, je vais d'abord... Merci. On va prendre les questions une après l'autre. Vous êtes un peu radical, Monsieur Sambin. Hein 3, 4, c'est pas tout à fait comme ça qu'on conçoit en fait le soutien qu'on apporte à cet événement. D'abord parce que c'est un événement international et que si on coupe les vivres à tous les événements internationaux sur la commune, eh ben, on est une commune qui ne vit plus. Donc cet événement-là, au niveau du golf, il apporte aussi une certaine notoriété à Mallemort, d'un point de vue de l'économie locale, d'un point de vue d'une spécificité de la commune avec cette pratique golfique. Je rappelle que quand même, il y a une pratique golfique et l'établissement, le collège de Mallemort, a une spécificité particulière de la pratique golfique là-dessus, qui marche déjà sur un mécénat et une convention avec les pros du golf, la commune avec le prêt du bus et le collège avec tout un cycle d'élèves, tout le niveau 5e, donc ce n'est pas 3
ou 4 conseils municipaux juniors, c'est en effet 5 classes de 5e, 5 fois 29 élèves qui participent à ce golf. Et s'il n'y avait pas le mécénat des pros dans leurs séances de sport, eh bien, ça n'existerait pas. Donc, je pense qu'il faut prendre la hauteur et l'envisager sur tout ce que ça rayonne. Et puis après, l'économie locale, en effet, tous ceux qui viennent, et si vous y êtes déjà allé, puisque c'est la 4e année, on voit l'importance des spectateurs qui sont là, locaux, certes, parce que le golf est ouvert à tout le monde, et c'est aussi une découverte des Malmortais dans cette pratique en suivant les parcours, mais aussi toutes les familles et les amateurs de golf qui logent ce temps-là sur la commune et qui consomment et qui vont au restaurant. Enfin voilà. Donc en fait, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas 3 qui vont jouer. Ça fait partie du petit tournoi amateur. Après, ce n'est pas que 4 conseillers municipaux juniors qui vont. À vous d'être assez dynamique et d'amener peut-être les 29 là-dessus, de faire des liens avec le reportage, avec les journalistes, etc. On a la garde nationale en sécurité à cheval aussi qui vient à ce tournoi. Voilà, en fait, il faut le voir comme un ensemble et un événement sur la commune. Si on ne va pas sur ce sponsoring, et je suis désolée, voilà, c'est comme tout, il y a une recherche du directeur et de M. Nazarian là-dessus. Voilà, la commune s'est toujours engagée parce que c'est une spécificité. Je suis d'accord avec vous qu'on doit faire très attention, puisqu'on est sur des économies et d'autres recherches financières. En tout cas, ce serait dommage, et j'entends que vous votiez contre, ce serait dommage de ne plus accompagner cet événement qui est reconnu vraiment mondialement. Voilà. Oui. Donc c'est la 4e année, et pour la 4e année, je vais faire à peu près les mêmes remarques. Je considère qu'à l'heure du dérèglement climatique, cette manifestation ne s'inscrit pas dans une démarche vertueuse. J'avais proposé des réflexions pour réfléchir justement à orienter un peu différemment cette manifestation. Bon, ça n'a pas été fait. Et comme le dit Emmanuel Sambin, budgétairement, elle n'a pas vraiment besoin de l'argent des contribuables pour exister. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'elle existe. Je ne suis pas du tout contre le golf, voilà. Mais bon, elle n'a pas vraiment besoin d'une subvention de cette importance. Il y aurait 5 000 €, il y aurait 10 000 €, peut-être, ça serait acceptable. Mais une subvention de cette importance, quand on sait les autres besoins qui existent dans la commune, donc pour ma part, je m'abstiendrai. Monsieur Faraud. Pardon. Alors souvent nous sommes en contradiction, Madame le maire, souvent, pas forcément très souvent, mais sur ce point-là, je pense que je vous rejoins sur l'importance d'avoir une manifestation phare sur notre commune concernant l'activité golfique, car nous avons la chance d'avoir un golf reconnu et réputé internationalement. Fournir 20 000 € en termes d'image pour notre commune, c'est important. En même temps, si on regarde par rapport à la totalité des finances publiques de notre commune, ce n'est pas énorme. Je pense qu'il est très important de soutenir la structure que nous avons sur Malmort, pas seulement le golf, mais également toutes les entités économiques qui sont présentes sur le domaine. Et en ce sens, je vous rejoins, 20 000 €, nous pouvons tout à fait les attribuer pour cette manifestation. Merci. Je vous remercie, Monsieur Faraud, de votre intervention. Et je vais faire passer au vote ce rapport numéro 4. Qui est contre? Monsieur Sambin. Qui s'abstient?
M. Platon. Et donc, vote à la majorité. On passe au rapport numéro 5 qui sera aussi présenté par Bruno Laquet. C'est l'attribution d'une subvention à l'association cycliste des As en Provence. J'interviens encore pour une subvention. Alors, c'est l'attribution d'une subvention à l'association cycliste des As en Provence, la CAP. Alors, il s'agit des 4 jours des As en Provence, sont une course cycliste française disputée dans le département des Bouches-du-Rhône et est organisée par l'association cycliste des As en Provence et supportée par la Fédération française de cyclisme et inscrite au calendrier national, ce qui permet à des cyclistes en devenir de devenir professionnels. Comme chaque année, Malmort figure parmi les partenaires de cet événement sportif qui attire chaque année des coureurs de pays différents. Là où nous avons 17 équipes pour cette année, qui visent à devenir professionnels dans un avenir proche. La commune accueillera la course cycliste les 4 jours des As du 9 septembre 2022. À ce titre, une subvention de fonctionnement sera attribuée d'un montant de 4 000 € à l'association cycliste des As en Provence. Une convention de partenariat retrace les engagements réciproques tant de l'organisateur que de la commune. Après avis de la commission affaires institutionnelles du 21 juin 2022, il y a une coquille, c'est pas 21 juin, c'est bien 2022. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer une subvention d'un montant de 4 000 € pour l'organisation de la course des cyclistes les 4 jours des As en Provence qui se déroulera le 9 septembre 2022. D'autoriser Madame le maire à signer la convention établie entre la commune et l'association d'ACAP, de dire que la dépense sera imputée au chapitre 65 du budget de la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 5 ? Donc, alors, on va d'abord donner la parole à M. Platon, puisque tout à l'heure, c'était M. Sambert. Hein, et puis ensuite, M. Sambert. Oui. Donc, pareil, ce rapport, il revient tous les ans. Et je fais un peu la même remarque. 4 000 € par habitude pour une manifestation qui n'intéresse personne à Malmort et qui n'amène personne à Malmort, contrairement à celle du golf, je trouve que c'est beaucoup. Et alors, pour illustrer ce que représente 4 000 €, je vais évoquer un besoin qui a déjà été mentionné plusieurs fois dans cette instance, c'est les études surveillées. En imaginant que mettre en place deux séances d'études surveillées dans une école, ça coûte 100 ou 110 € par semaine, et comme il y a 36 semaines dans l'année scolaire, eh bien, on en arrive effectivement à un budget de 4 000 €. Donc en mettant 4 000 € dans le commerce, si on peut dire, on financerait un besoin qui est exprimé depuis longtemps par un certain nombre de familles à Malmort, plutôt que cette manifestation contre laquelle j'ai rien du tout. Hein. Mais franchement, quand on la voit, je trouve ça triste. C'est plus une habitude, que la commune a, que quelque chose qui sert vraiment la commune et ses habitants. Voilà. Bonsoir. Lors de la commission institutionnelle, on en a parlé, on a eu même de bonnes idées par rapport à cette manifestation. Alors, c'est sûr que l'argent, on peut le mettre ailleurs, on trouvera toujours de bonnes idées. Par contre, de voir cette course sur la commune, c'est donner aussi envie aux jeunes de faire du sport. Et l'éducation nationale a rappelé qu'il y aurait une demi-heure de sport par semaine, par semaine pour tous les enfants. On a eu des bonnes idées. C'est vrai que cette année, ça tombe un vendredi. C'est le calendrier sportif qui nous l'impose. L'année dernière, c'était plus favorable pour nous puisqu'on a pu développer la fête du vélo. On fera mieux l'année prochaine selon la date. Et des idées sont venues aussi de dire cette journée, on l'a fait en vélo sur toute la commune. Les enfants, puisque ça sera devant les écoles Frédéric Mistral et Camille Claudel, pourront aussi être spectateurs.
Donc voilà, on ne fait pas que ce passage. On y a réfléchi ensemble et c'était toutes ces idées qui sont sorties. Ce que je disais sur le budget que ça représente, ça vaut tout autant pour le golf que pour cette manifestation. Moi, j'ai tendance à ne pas opposer les choses. C'est-à-dire que là, on est sur une course cycliste et une activité qui, en effet, peut être travaillée, et Ghislaine l'a très bien exprimé, vis-à-vis des écoles, etc. Et opposer cette somme sur une proposition d'études surveillées, ça me dérange. Parce qu'en fait, bon, Julien n'est pas là, je l'excuse, mais Julien Bonino, donc le conseiller à l'éducation, et il est tout à fait favorable à ces études surveillées. Et il y travaille, et il travaille dans l'ombre, parce que tant que ce n'est pas sorti du chapeau, ben, c'est peut-être aussi ne pas donner un faux espoir aux parents qui le souhaitent, puisqu'on sait que Vivons Ensemble ne va pas sur les études du surveillé parce que ce n'est pas dans les objectifs du périscolaire, et que la première réponse qu'on avait était qu'on n'avait pas d'enseignants volontaires. Ça évolue, parce qu'on y travaille, parce que Julien Bonino, avec le service éducation, il a consulté ses enseignants, et certains enseignants qui étaient fermés à un moment donné sur les études surveillées le sont moins. Donc dès que le dispositif, puisque ça peut répondre à un besoin des parents, pourrait être opérationnel, nous l'annoncerons. Mais nous ne ferons pas de fausses annonces par rapport aux parents. En tout cas, ça se travaille, ça prend du temps. Et voilà. Donc, concernant les études surveillées, ce n'est pas un non définitif. C'est un travail derrière là-dessus. Et on recherchera le financement nécessaire. En tout cas, merci l'équipe sport d'avoir travaillé à cette convention et à cette organisation, puisque vous vous en doutez bien qu'un vendredi, jour de marché, jour scolaire, etc., ça nécessitait une organisation différente et bien préparée, en accord avec la police municipale aussi et tous les acteurs de cette course. Voilà. Donc on passe au vote, si vous le... Ah non, pardon. Monsieur Sambin, pardon. Oui, moi je voulais faire une remarque. Rapport numéro 4, SAS, Sport Events pour l'organisation. SAS, Société par Action Simplifiée. L'autre, une association. Dans les deux cas, et surtout pour une société commerciale, on n'a pas eu le bilan parce qu'on ne connaît pas sa santé. Et pour l'association, je ne connais pas, on ne sait pas forcément non plus la situation des finances. Donc, à un moment, quand on subventionne, que ce soit une société privée commerciale ou que ce soit une association à un but non lucratif, il faudrait aussi connaître sa situation financière avant de délibérer sur le financement. Ce n'est pas le cas ni pour l'un ni pour l'autre. Alors moi, je suis pour le développement du vélo, je suis assez d'accord avec Ghislaine sur le fait que ça peut entraîner les jeunes à faire du vélo, surtout qu'on a des super véloroutes là maintenant. Mais il faut savoir à qui on donne l'argent et s'ils en ont vraiment besoin. Dans le premier cas, on ne l'a pas su. Dans le deuxième cas du rapport numéro 5, on ne le sait pas non plus. Voilà. En fait, là, pour le rapport numéro 5, c'est tout à fait le contraire de ce que tu viens de dire, Emmanuel. Ils ont déposé un dossier de subvention sur lequel il y a toutes les informations, qui est en mairie. Ouais. Et c'est un oubli, on le fera l'année prochaine. Et il est clair que dans le cas du contrat de sponsoring, parce que ce n'est pas une subvention, c'est interdit, c'est une remarque qui avait déjà été faite au début. Par contre, ce serait intéressant d'avoir le bilan de cette société pour savoir à qui on contribue. Tout à fait.
tout à fait. Et bien entendu, les services sont là pour ce contrôle-là. Comme le disait Bruno, pour l'association des As en Provence, le dossier est en mairie. Et pour le contrat de sponsoring, nous devons et nous contrôlons, bien entendu, le bien fondé de la société et leur financement. Voilà. C'est une obligation en fait des communes lorsqu'on donne des subventions. Donc ne croyez pas que c'est simplement comme ça. Allez, on va passer au vote. Il n'y a pas de souci, les élus peuvent consulter en mairie tout document en notre possession et voilà, vous y avez accès. Donc on vote le rapport numéro 5. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de Monsieur Platon. Donc vote à la majorité. Et on passe au rapport numéro 6 et je laisse Sylvain Castagnier nous présenter l'extinction partielle de l'éclairage public. Bonsoir. Le rapport numéro 6 concerne l'extinction partielle. Attends. Le rapport numéro 6 concerne l'extinction partielle de l'éclairage public sur le territoire de la commune de Malemort. Malemort est engagé dans la préservation de l'environnement. La pollution lumineuse est une cause majeure de l'effondrement des populations d'insectes et de la biodiversité dans son ensemble, au même titre que les pesticides. L'éclairage public peut représenter jusqu'à 50% de la consommation électrique d'une commune. C'est aussi la première source de nuisances lumineuses bouleversant l'écosystème local. À ce titre, et dans le cadre de la loi d'engagement national pour l'environnement, la commune de Malemort souhaite limiter les émissions de lumière artificielle sur son territoire afin de préserver la faune, la flore et les écosystèmes, tout en évitant un gaspillage énergétique. Cette initiative s'engage dans la continuité des actes pris dans le cadre du label Territoire engagé nature, Ligue des protections des oiseaux et de la zone Natura 2000. Il est précisé que l'éclairage public relève du pouvoir de police du maire au titre de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose à ce titre de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression et de limitation de l'éclairage. L'extinction partielle de l'éclairage public sera prévue selon une plage horaire maximale de 23h à 5h du matin, modulable selon les besoins des saisons. Cette mesure sera prise en respectant les sécurités des usagers, le bon déroulement du trafic et la protection des biens et des personnes. Enfin, cette démarche est accompagnée d'une information de la population et d'une signalisation spécifique. Après avis de la commission urbanisme du 22 juin 2022, il est proposé au conseil municipal d'adopter le principe d'extinction partielle de l'éclairage public sur le territoire de la commune, de préciser que Madame le maire prendra des arrêtés municipaux nécessaires à l'application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés et les horaires d'extinction. D'abord, Éric Bruchet, puis Monsieur Platon. Oui, Sylvain, juste une remarque concernant dans la DIB, le paragraphe 4. Je trouve que la phrase est un peu confuse et mal formulée, puisque l'initiative, effectivement, dans le cadre du label Territoire engagé nature, oui, c'est un sujet qui est évoqué, pas de souci. Après, c'est évoqué acte Ligue de protection des oiseaux, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, c'est parce que la Ligue est impliquée dans l'Atlas biodiversité, je suppose. Ouais, donc c'est plutôt ça. Ils ont été contributeurs. Elle est contributeur indirect, parce que ce n'était pas l'objet, mais en tout cas, elle doit contribuer. Et puis de la zone Natura 2000, là, par contre, la mairie n'a aucune action sur les zones Natura 2000, donc ce n'est pas formulé. La commune n'agit pas sur la zone Natura 2000, donc
on n'a pas d'acte, c'est pas possible. Donc ça, c'était ma remarque. Et puis ensuite, j'avais 2 autres points, une question et une autre remarque. Bon, la démarche extinction, bien sûr, c'est hyper positif, hein, on l'avait évoqué dans le territoire engagé nature. Par contre, on l'avait évoqué aussi en réunion publique, j'avais posé la question, est-ce que les LED, est-ce qu'il y a les cahiers des charges, en fait, précisent la nature des LED choisis par rapport à leur puissance, leur spectre, parce que on avait parlé, il ne faut pas se louper, quoi. C'est pas parce qu'on change, qu'on met un neuf, qu'on fait de bonnes choses. Ça peut être même l'inverse. Donc ça, il faut être vigilant sur ce point. Et puis ensuite, pour terminer, je vois les photos du CEREMA là, qui sont affichées. Et le CEREMA, des actions de ce type, préconise plutôt de mener une action, parce que là, elle est très technique, elle est un peu fonction des possibilités d'éteindre ou de ne pas éteindre. Donc ça, c'est bien. Mais il faut le rattacher à toute la démarche écologique qui est faite dans le cadre de l'Atlas, et puis aux documents de planification. Et le CEREMA préconise ce type d'action, et pas seulement un travail purement technique de je coupe ou je coupe pas, pour que ce soit beaucoup plus lié aux enjeux. Voilà. C'est ce que préconise le CEREMA. Hein, Ok, je prends note pour les remarques sur le CEREMA. Concernant la technique LED, on a regardé, ça respecte toutes les réglementations et les lois qui sont liées là-dessus. Il n'y a pas de souci sur les lois, mais je pense qu'en fait, tu peux respecter la loi, mais en fait, c'est par rapport à l'enjeu écologique. C'est pas de système. Voilà, il y a des choix techniques. Dans les 2 cas, tu respectes la loi, mais dans un cas, tu ne respectes pas la biodiversité. C'est surtout ça. Peut-être que Christian a l'info, il faut vérifier les cahiers des charges. C'est important parce que c'est de l'investissement et il ne faudrait pas qu'il soit hors sujet, notre investissement. Oui, normalement, bon, c'est avec le système qu'on demande de mettre en place. Il faudrait que je vois avec Philippe, c'est exactement ce qu'ils mettent comme à vérifier, mais normalement, bon, c'est comme je te disais la dernière fois, c'est pas ils peuvent pas nous mettre c'est pas des trucs qui viennent de Chine, c'est des trucs, non, mais je sais, mais ils sont assujettis aussi au dernier truc de l'environnement, aux dernières normes. Donc, ils ne peuvent pas nous vendre non plus n'importe quoi. Ils sont obligés de suivre ces sujets-là. Mais oui, je vérifierai exactement. Je pense que c'est sur la lumière bleue. Normalement, c'est la lumière bleue. Et c'est... bon, en plus, au niveau études d'éclairement, je demande qu'elle soit prise au minimum. C'est-à-dire que si tu écoutes les vendeurs, ils te la mettent au maximum, mais il y a des normes qui sont mini et maxi. Donc en général, on travaille sur des normes mini pour ne pas... mais bon, normalement, d'après ce que j'ai eu avec l'UMINEC, les normes sont respectées sur le dernier Grenelle, c'est le Grenelle d'environnement, c'est le dernier, je crois, le 2. Qui précise ça. Non, mais je pense que non, ils ont précisé il n'y a pas longtemps parce que... Alors, je ne peux pas te dire que si les anciennes sont celles qui ont été posées avant sont assez normes, mais je pense que celles-là, ils sont. Oui, eh ben moi, je félicite la commune de la mise en place de cette extinction de l'éclairage. Ça fait longtemps qu'on l'espérait, pour un certain nombre de Malmortais. Je voulais souligner l'action très positive du comité environnement avec Maurice Attagier, qui a permis de préparer une réunion et de faire qu'il y ait du public à cette réunion. Parce qu'en même temps, il y avait une réunion à Orgon, et là, ils n'ont pas eu le même succès qu'à Malmort. Voilà, et donc souligner que les citoyens qui participent à ce comité consultatif environnement sont dans les starting blocks pour travailler sur d'autres sujets, et que voilà, il faut utiliser
cette dynamique qui se met en place pour avancer sur la transition énergétique, la transition écologique, environnementale plus largement. Même dans ce domaine, il reste des choses à faire. On a dit qu'il fallait intervenir auprès des entreprises. Il y a des choses à réfléchir sur ce sujet. Il faut réfléchir comment le retour d'expérience va être fait et valorisé. Bon, il y a des sujets qui restent encore à traiter sur ce domaine-là, mais il y a bien d'autres domaines auxquels voilà, les gens sont prêts sur lesquels les gens sont prêts à travailler. Et concernant les normes sur l'éclairage, je crois que la France a défini des normes qui sont les plus rigoureuses, et je crois que c'est des températures de lumière de 3000 Kelvin qui sont maximales, donc ça veut dire des lumières jaunes, et pas de lumière bleue, quoi. Et ça, c'est les nouvelles normes, ouais. Et ce qui est vendu aujourd'hui doit respecter ces normes-là. Alors, Monsieur Platon, vous me l'avez volé de la bouche, la félicitation justement au comité environnement, et puis Morissette Agier, bien entendu, qui est vice-présidente de ce comité. Elle est secrétaire, donc elle n'arrive pas à répondre. Mais en tout cas, je tiens à féliciter vraiment dans le travail qui a été fait, que ce soit tout le groupe de pilotage de préparation, puisque à cette réunion publique, il est ressorti qu'il y avait un réel effort de pédagogie pour expliquer. Et ça, c'est grâce au travail, en effet, de Sylvain Castagnier sur la cartographie des points lumineux et la technologie pour éteindre et expliquer. Et d'ailleurs, à ce propos, à cette réunion publique, les citoyens qui étaient là ont vraiment apprécié. Et ça va être prochainement sur le site. Donc, ceux qui n'ont pas pu participer à cette réunion publique, sachez que le diaporama sera sur le site et donne toutes les explications des objectifs poursuivis, des raisons et des cartographies et des zones éteintes et éclairées. Ensuite, féliciter le comité environnement parce qu'il y a eu un vrai débat, il y a eu des vraies propositions jusqu'à s'engager, puisque c'est eux aussi qui ont constitué le flyer et qui ont distribué ce flyer dans toutes les boîtes aux lettres en très peu de temps. Donc merci, vraiment, c'est ainsi qu'il faut travailler. Lorsqu'on met ensemble toutes les énergies, eh bien, on arrive en effet à une délibération là assez rapidement et à une réunion publique où il y avait un réel intérêt et vraiment un groupe d'habitants qui souhaitaient ça et qui même, et c'est pour ça que l'expérimentation sera intéressante, l'expérimentation de 6 mois, avec un bilan derrière, et notamment en octobre, le jour de la nuit, une manifestation particulière là-dessus, parce que certains habitants qui étaient à cette réunion publique ont vu qu'ils n'étaient pas dans la zone éteinte et souhaitaient aller même plus loin. Donc on a dit que c'était techniquement pour le moment pas possible, mais la 3e tranche allait se faire à l'automne, et que si, en effet, cette expérimentation et ces retours étaient dans ce sens-là, eh bien, ils en bénéficieraient un petit peu plus tard, cet hiver. Mais en tout cas, s'engager encore plus loin était impossible que nous avions envisagé. Voilà. Moi, je suis ravie de tout ce travail fait et de cette présentation de délibération aujourd'hui, parce que la suite à ce vote, ça veut dire que derrière, l'entreprise travaille aux programmations de ces plages horaires. Alors pour l'été, ce sera 24 heures, puisque nous avons les marchés nocturnes jusqu'à 23 heures. Donc il est important de se donner 1 heure supplémentaire et 6 heures du matin, ou 5 heures. Mais l'hiver, ce sera modulable, on l'a dit, selon les besoins et les saisons. Et donc, avant le 1er août, en tout cas, nous aurons l'extension, et si possible avant, mais en tout cas, dernier délai 1er août, extension partielle de l'éclairage public sur la commune de Malemort. Et on ne peut que s'en féliciter, je pense. Merci. François. Il n'y a pas une petite erreur par rapport 23h à 5h, parce que ce n'est pas la plage maximale, 5h.
C'est 6 heures la plage maximale. En commission URA, on avait proposé 23h, 6h du matin de mémoire. On s'était dit que ça nous permettait de moduler au mieux en fonction des saisons. Et là, c'est vrai que je viens d'avoir fait cette marquée 23h. Alors, on avait pensé, en effet, en commission URA, cette plage-là. Alors après, on a dit, selon les besoins et les saisons, mais clairement, c'est vrai que sur 5 heures du matin, semblait un horaire plus facile à justifier par rapport aux travailleurs de bonheur au début du matin, et notamment par rapport à l'hiver après, et même, voilà. Donc, de toute façon, comme on l'a dit, hein, c'est une expérimentation, on sera sur ces horaires-là. Si on s'aperçoit qu'on a des bilans très positifs de la part de tout le monde, la prudence quand même de mise vis-à-vis d'une population où on ne peut pas passer du tout éclairé au tout noir, et je pense que progressivement, c'est aussi une bonne chose pour qu'on soit dans la durée. Hein. Donc voilà pourquoi la tranche horaire est de 23h à 5h. Juste pour vous préciser que les affiches qui sont là ont été prêtées par le CEREMA et qu'elles seront visibles à la médiathèque pendant une dizaine de jours. Voilà. Donc, inciter les personnes à aller à la médiathèque voir l'exposition. Une petite précision, le carrefour de la rue de la Campagne et la rue des Estrayas, que je connais très bien, est une zone test depuis 5 ans, puisqu'il n'y a plus de lampadaires. Donc ça, et c'était un peu compliqué avec les riverains, mais maintenant, tout le monde a adopté le fait qu'il n'y ait pas de lumière, mais là, toute la nuit, c'est pas de 23h à 5h. Et ça marche bien, les gens finalement sont plutôt contents maintenant. Je ne pense pas qu'ils veulent même... Et pour terminer, si jamais on répare le lampadaire, ça doit coûter 4-5 000 €, donc si on ne le répare pas, on économise la subvention pour le vélo. Allez, merci. On peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Et on enclenche donc la suite tout de suite.